Je m'appelle donc Philippe Branchat, je suis à l'OIM, au Bureau général de Dakar, spécialiste pour les questions d'urgence et post-crise. Néanmoins, aujourd'hui, je n'ai pas ma casquette OIM, mais de co-facilitateur ou d'agence hôte du partenariat Kadri avec Kumba, qui est aussi en ligne, qui nous saluera sans doute, de la FAO. Pareil, on est deux agences. Bonjour Kumba. Donc les deux agences qui aujourd'hui portent le partenariat au niveau de la région, évidemment avec l'appui, l'accompagnement du secrétariat à Genève, porté par Sophie, qui est aussi en ligne. Donc aujourd'hui, la présentation sera sur un outil. Kumba, tu veux te présenter, tu veux dire bonjour? Et bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette réunion, ce webinaire avec nous. Philippe, tu peux procéder. Ok. Sophie, peut-être? Ok, on verra plus tard. Donc, du coup, oui, ce qui nous réunit aujourd'hui, et ça ne devrait pas prendre plus d'1 heure et demie, c'est la présentation de cet nouvel outil. On passera un peu plus dans le détail lors d'une présentation PowerPoint. Mais aujourd'hui, ce que nous souhaitions célébrer, c'est évidemment le fait d'avoir depuis 10 ans ce partenariat Kadri qui s'est régionalisé récemment avec donc des agences à Dakar pour essayer de mobiliser, d'être plus proche aussi des questions, des requêtes qui pourraient venir des États membres de la sous-région. Donc voilà, il y a cet effort de régionalisation. Je pense que ça porte ses fruits parce que ça permet aussi d'avoir une approche aussi peut-être plus contextualisée dans l'analyse du contexte, mais aussi donc ce travail collectif, je le partageais, ça répond aussi, ça résonnera particulièrement avec la journée internationale sur la réduction des risques de catastrophe qui se fera le 13 octobre, où justement c'est le thème du pouvoir du partenariat. Donc, on est tous aujourd'hui, je pense, un bel exemple de partenariat et d'action coordonnée pour une meilleure réponse complémentaire aux questions des gouvernements et aux demandes d'appui du gouvernement. Donc, insister aussi sur le fait que le partenariat Kadri n'est pas quelque chose de tangible, c'est une initiative qui est venue il y a 10 ans de directeurs d'agence pour essayer de justement favoriser la complémentarité des différentes agences qui aujourd'hui sont toutes impliquées dans la résolution des désastres naturels, mais de façon coordonnée. Donc Kadri est un espace quelque part virtuel, encore plus virtuel dans le contexte actuel de la pandémie. Mais donc voilà, célébrons ce travail collectif. Remercions aussi le travail des agences qui ont développé cet outil sous l'égide du secrétariat à Genève. C'est un outil intéressant qui devrait permettre normalement aussi au gouvernement de pouvoir développer leur propre diagnostic ou au moins les guider dans ce travail de diagnostic, parce qu'il est bien compris que, évidemment, une bonne compréhension des risques et de l'impact que ces risques peuvent avoir sur l'ensemble des secteurs de la société permet aussi d'avoir une réponse un peu plus adaptée. Donc voilà, peut-être je ne vais pas m'éterniser, je ne suis pas un grand tribun non plus. Donc peut-être Kumba, tu veux compléter le propos? Encore oui, merci. Je peux bien. Merci beaucoup Philippe, merci infiniment. Les mots que tu viens de dire sont déjà bien complets. Je vais en profiter pour saluer Sophie Barans, qui est au secrétariat de Kadri et qui est connectée avec nous, toi-même Philippe, et pour tous les efforts développés par les facilitateurs, co-facilitateurs Ervins et Maudit. Moi-même, je suis Kumba Sow, donc je suis du bureau de la FAO à Dakar
et je coordonne les urgences et la résilience pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Aujourd'hui, je n'ai pas cette casquette. Comme l'a dit Philippe, nous sommes agence host de Cadri et extrêmement honorés de voir l'engouement et la réponse que nous recevons des agences. C'est plus de 20 agences et 20 partenaires, je dirais, qui répondent favorablement à chaque fois qu'on fait appel, que ce soit pour des exercices de capacitation comme aujourd'hui ou pour même les exercices que nous faisons au niveau du terrain en appui au pays. Nous venons de voir le cas du Togo, on en parlera certainement tout à l'heure en exemple, mais également Bon, Kumba. le cas du Sénégal. Mais oui, Philippe, j'ai l'impression d'entendre Philippe parler. Oui, c'est parce je vous l'avoue, j'ai un très coupé. mauvais Internet. Philippe, tu le sais, hein, je vous ai annoncé hier, j'ai dû faire un branchement à la Tarzan pour pouvoir parler aujourd'hui ici. Et donc, j'ai un Internet vraiment bancal. Je m'en excuse. Mais je ne serai pas longue. Hein. Je disais juste que ces partages et échanges pour appuyer les gouvernements nous aident vraiment de façon concrète à appuyer la mise en œuvre d'accords internationaux comme les accords de Paris, le programme de développement durable pour 2030, le cadre Sendai pour la réduction des risques de catastrophe et l'agenda pour l'humanité. Vraiment, c'est une contribution et qui n'est pas moindre parce que la réduction des risques de catastrophe est une responsabilité collective. Ça demande notre engagement, mais coordonné parce que tous les secteurs et toutes les institutions de la société devraient être, pardon, je vois des choses écrites en même temps, je suis vraiment désolée. Et donc, les États ont la première responsabilité, Philippe vient de le dire, de favoriser, de guider et de coordonner la prévention et la réduction des risques de catastrophe. Par contre, notre participation en apportant tout ce qui est normative work, c'est les outils qu'on présente avec Cadri, ce qui nous permet de faire des diagnostics. Notre engagement coordonné auprès des gouvernements, mais des membres de la société civile, de tous les organismes, et surtout d'essayer d'être le plus inclusif possible, libre et non discriminatoire, j'ai envie de dire, en appuyant les gouvernements à préparer leur diagnostic pour les risques de catastrophe, mais également la suite, les stratégies, les politiques, etc. Je ne reviendrai pas sur Cadri lui-même et Philippe l'a dit, mais je reviendrai juste sur un dernier point qui sont les services que Cadri offre, hein, qui sont vraiment tailor-made. Et si on voit particulièrement ce qui est en train de se passer en Afrique de l'Ouest et du centre, qui est marqué par la récurrence et l'ampleur des pertes humaines, matérielles, et qui sont largement imputables à des catastrophes, que ce soit Covid, on a vu les inondations récemment, les sécheresses, etc., les conflits armés, les épidémies dont je parlais de Covid tout de suite, mais ce qui se passe en Guinée, etc. Plus que jamais, un partenariat comme Cadri est important pour appuyer les gouvernements qui en font la demande à mieux gérer ces risques de catastrophe. Avec ces mots, je vous souhaite encore la bienvenue à ce webinaire et je sais que vous serez entre de très très bonnes mains pendant toute la journée, j'aurais aimé, pendant ces quelques heures pour vous présenter cet outil qui est vraiment adapté à l'époque que nous vivons. Merci beaucoup. Sophie, tu voulais, tu veux avoir... Merci beaucoup, Kumba, pour ces mots. Je pense que c'est important. Je te laisse continuer là-dessus. Après, je te présenterai. Merci. D'accord. Donc, on lance la présentation, hein, si je suis bien le fil de l'agenda. Hervins, tu veux envoyer? Merci. Ok.
Ernst, tu veux présenter l'agenda ou non, je le fais? C'est quand même bon, ok, très bien. Donc l'agenda, encore une fois, on va essayer de tenir l'échéance de 11h30. Vous allez avoir la chance d'avoir une introduction, une brève présentation du partenaire Cadri par moi-même. Et puis ensuite, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Tout le monde connaît a priori le partenariat Cadri. Il y a peut-être quelques notions qui sont toujours intéressantes à souligner, mais le propos, c'est vraiment aujourd'hui de travailler sur cet outil, de vous présenter cet outil qui peut, en effet, comme je disais, révolutionner un peu notre façon de travailler et surtout la façon des gouvernements, peut-être, de nous interpeller. Donc là, pour le coup, je ne vois plus. Donc, l'application numérique Cadri, un test, l'exploration des fonctionnalités de l'outil numérique Cadri, vos questions, nos réponses. C'est rappel des prochaines étapes. Voilà. Donc, la présentation du partenariat Cadri, je ne m'étendrai pas parce qu'on est entre spécialistes et entre partenaires, entre membres du partenariat. Le propos donc, je rappelle ce qui a été dit aussi. Donc, c'est que il y a aujourd'hui une distinction sur ce slide qui est pour autant un peu plus fluide dans la réalité. Mais donc, vous avez 5 agences, on a 5 agences à Genève qui constituent le bureau exécutif, donc qui définit les stratégies en gros. Mais ces mêmes 5 agences, une fois qu'elles arrivent au niveau de la région, se retrouvent évidemment aussi partenaires techniques. Donc, partenaires techniques, c'est vraiment les partenaires qui vont permettre d'offrir une réponse aux requêtes du gouvernement. Et puis, vous avez les conseillers, donc qui ont peut-être plus comme cœur de métier le DRR, la réduction des risques de catastrophe, et donc qui vont être aussi interpellés, alors tant sur des sujets plus spécifiques, plus pointus, mais aussi dès lors que des outils doivent être revus ou élaborés ou des méthodologies. Donc voilà, il y a ces 3 niveaux, sachant que, encore une fois, cette vision un peu rigide ne se reflète pas forcément au niveau régional, au niveau du terrain. L'histoire du Cadri, donc ce que je disais en introduction, 10 ans, 10 ans en partant de la volonté de quelques directeurs d'essayer de tirer avantage des mandats spécifiques, mais pour autant complémentaires des différentes agences des Nations Unies, mais aussi la Fédération de la Croix-Rouge, et donc essayer de pouvoir offrir au gouvernement en fait un guichet unique qui permettrait ainsi au gouvernement de poser la question à une seule tête et de pouvoir derrière avoir une réponse coordonnée, complémentaire, multisectorielle. Donc, voilà comment on peut illustrer un peu différemment le propos. Donc évidemment, l'idée, encore une fois, c'est que Cadri n'est pas un projet en soi, mais vraiment la volonté des agences de travailler ensemble. Le One UN est bien traduit dans ce cadre-là, et ainsi pouvoir déployer des experts, donc plus une offre en nature auprès des gouvernements, mais encore une fois, une offre en nature, mais pas dispersée et coordonnée, harmonisée, avec un ensemble d'outils, une structure et un même propos. Donc, de grandes ambitions. Plus récemment, et j'en ai pas parlé, mais donc il y a eu ce travail, cette volonté de la part du secrétariat de Genève de décentraliser aussi l'activité pour être plus proche de la réalité que peuvent rencontrer les différents États. Et donc aussi
participer des différentes réformes qu'on a tous vécues ces dernières années, avec la volonté de faire un lien plus fort entre humanitaire et développement. L'aspect humanitaire se traduisant le plus facilement possible par ce concept de ne laisser personne derrière, mais aussi l'intégration du changement climatique, de l'impact du changement climatique, l'intégration, une sensibilité au conflit. Donc là, on est vraiment dans le nexus, parce qu'évidemment, certes, il y a des problèmes qui sont propres à une urbanisation ou à un terrain ou une artificialisation des sols, mais pour autant, toute offre de service ne peut pas ignorer non plus un contexte de violence et d'insécurité, donc des modalités parfois différentes, peut-être un accent mis plus sur la localisation, sur comment transférer aussi des compétences pour que les premiers répondants puissent être mieux équipés. Et donc, ce qu'on disait, une approche multisectorielle, donc complémentaire, associant les compétences de chacune des agences et institutions. Donc, le mode opératoire, j'en ai parlé rapidement, régionalisation, donc avec l'idée que vous allez avoir une ou deux agences qui vont avoir un rôle de facilitation dans les différentes capitales régionales. Alors là, il y a peut-être des petits ajustements à faire sur cette carte, mais donc pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, donc l'OIM et la FAO sont vos serviteurs. Le continent est donc réparti en quatre zones. Pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que donc sur l'engagement en cours de Kadri, ces dernières années, donc en bleu sont tous les pays qui ont déjà bénéficié d'un diagnostic, le plus souvent, Kadri. Et ça, c'est un travail qui est à mener au sein du partenariat et au sein du travail de coordination qui a lieu à Dakar, voir comment des appuis qui auraient pu être effectués il y a quelques années, avec des recommandations qui ont pu être émises à ce moment-là, comment on peut peut-être assurer un suivi aussi pour que le partenariat ne s'arrête pas à un diagnostic, à une offre de diagnostic, certes importante, mais pas suffisante. Et donc, en vert, le Sénégal et le Togo, qui sont aujourd'hui les deux initiatives en cours. Sénégal, on attend que le diagnostic puisse s'exporter aux régions du Sénégal pour des consultations. Et au Togo, où là c'est un tout petit peu plus vieux, donc le diagnostic a été complété, présenté, validé, et qu'aujourd'hui on essaye de développer un plan de formation sur la base des priorités qui ont été retenues par le gouvernement du Togo. Le Cameroun, une requête avait été formulée juste avant le Covid. Il y a eu quelques hésitations, pas d'hésitation de la part du partenariat, mais plus au niveau national. Donc, le contexte de la pandémie n'a pas aidé, évidemment. Mais donc, le Cameroun, aujourd'hui, est toujours en discussion pour voir un peu les modalités d'un diagnostic très bientôt, on le souhaite. Voilà, je vous laisse entre de bonnes mains. Hervin, je vais vous présenter cet outil. Encore une fois, hein, c'est un outil intéressant qui permettra peut-être une plus grande autonomisation aussi des gouvernements dans l'élaboration de diagnostics. Et donc, ça permettra, ça nous amène aussi à potentiellement nous questionner sur les façons dont on peut opérer. Et ce travail de réflexion se fera de façon évidemment collective très prochainement. Merci encore et à toi, Hervin. Merci Philippe pour les mots introductifs et aussi pour la présentation rapidement sur le Kadri. Et là, je
Et comme en fait, tu as fait appel au début et à Sophie Barral, qui est notre collègue qui travaille au niveau du secrétariat. En fait, elle va nous présenter les fondements de l'outil, mais aussi son applicabilité par rapport au champ d'intervention de chacun de nos partenaires. Bonjour Sophie. Oui, bonjour à tous les collègues, hein, dont certains que je connais bien. Je vois des noms qui me sont très familiers du temps où j'étais basée dans votre région il y a quelques années. Donc, c'est un plaisir de revoir les collègues. En fait, on va essayer de passer le plus de temps possible sur l'outil lui-même. Donc, je vais rapidement partager avec vous quelques réflexions sur pourquoi est-ce qu'on a changé notre outil, parce qu'on a cet outil depuis 2014. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'a modifié et quelle a été la justification en fait pour ça, et ensuite voir un petit peu oui, l'applicabilité. Donc, je vais partager. J'espère que vous voyez. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ou pas? Sorry. Present view. Oui, Voilà. oui, oui. En fait, l'écran est Oui, partagé. Ouais. Est-ce que je suis en mode de présentation? Oui? Oui, oui. Ok, parfait. Donc, comme je disais, en 2014, les agences quadrilles, hein, et surtout, bien entendu, les agences spécialisées qui ont un mandat pour l'agriculture, pour les migrations, pour la santé, etc., avaient décidé de développer cette méthodologie commune avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et une méthodologie qui est à la fois méthodologie pour appuyer les États à voir quels sont les investissements requis dans les différents secteurs socio-économiques pour réduire la vulnérabilité des populations, mais aussi de l'économie au risque, et aussi pour planifier. Donc, ce n'est pas simplement une méthodologie de diagnostic, mais c'est aussi une méthodologie de planification, de priorisation. Et donc, cette méthodologie, on l'a testée dans 35 pays. Donc, elle est multirisque, elle était déjà multisectorielle, elle était déjà sous le lead du gouvernement. C'était déjà une méthodologie qui avait pour objectif de mettre ensemble les critères et d'évaluation à la fois du point de vue des partenaires humanitaires et de développement. Cependant, ce qui était problématique, on a eu du feedback des gouvernements, un retour des gouvernements qui trouvaient que finalement la méthodologie n'était pas assez, qu'on ne pouvait pas vraiment la contextualiser, hein, que c'était un petit peu la même méthodologie pour tout type de contexte, que ce soit les pays middle income, que ce soit les pays les moins avancés, enfin bon, et puis que ce soit des pays très centralisés ou des pays à système fédéral. Et en fait, c'est pas du tout la même façon de voir et d'identifier des recommandations pour une meilleure réduction des risques. Aussi, le genre était pas du tout pris en compte, les questions de genre, même les questions d'inclusivité n'étaient pas prises en compte dans cette méthodologie. Donc, en 2020, on s'est vraiment attelé, ça a été quand même assez un vrai chantier à intégrer le changement climatique, les risques et tout ce qui était adaptation au changement climatique dans la méthodologie. Donc, maintenant, c'est possible d'utiliser cette méthodologie à la fois pour faire une évaluation des capacités en adaptation au changement climatique et en RRC. Bien sûr, il y a des communalités, mais il y a aussi des différences. Ce qui est intéressant aussi dans la méthodologie aujourd'hui, c'est qu'il est possible d'identifier des aléas spécifiques. Si le gouvernement demande, par exemple, un diagnostic qui se concentre sur les risques d'inondation ou sur les risques uniquement de sécheresse, comme ça a été le cas, par exemple, en Namibie, et peut-être ça va être le cas aussi à Madagascar,
Donc, on peut voir, on peut dire, la méthodologie va vraiment regarder quels investissements, quelles technologies, quel type de politique, quel type de mécanisme de financement spécifiquement pour la protection contre le risque de sécheresse ou les avalanches ou peu importe. Enfin, il y a toute une typologie d'aléas pour lequel on a vraiment développé des champs d'analyse spécifiques pour chaque aléa. Bien entendu, la méthodologie reste aussi multi-aléas, mais il est possible d'identifier certains aléas. Plus inclusif, en fait, on s'est vraiment attaché à voir comment est-ce qu'on peut opérationnaliser l'engagement de ne laisser personne de côté. Comment ça se traduit dans les outils, dans les méthodologies que les gouvernements peuvent appliquer, dans l'analyse des risques, dans les politiques, etc. Dans les critères d'allocation de la réponse, etc., etc. Donc, on s'est beaucoup attaché à intégrer cette dimension dans l'outil de diagnostic. Bon, la sensibilité au conflit, je pense que Philippe a déjà touché, mais c'est pareil, on a vraiment regardé ces questions dans tous les secteurs, que ce soit en environnement, en infrastructure, en agriculture, etc. Et enfin, la méthodologie permet aussi de s'intéresser aux capacités du secteur privé. Alors ça, c'est dans une moindre mesure, parce que quand même, c'est une méthodologie qui se concentre sur le secteur public. Mais, compte tenu du fait que les investissements privés sont vraiment c'est là où se crée en fait, le risque, ça fait partie aussi, de la révision de l'outil. Ici, vous pouvez voir toutes les agences qui ont vraiment fait une contribution aussi significative à la révision de cet outil. Ça fait quand même bien, je sais pas, 15 mois qu'on travaille dessus. Il est finalisé maintenant, mais vous voyez ici, il y a des agences qui ont pris un rôle de lead pour la révision de certains modules, comme bien sûr l'UNESCO sur le patrimoine culturel ou oui, voilà, les infrastructures, etc. Mais à d'autres agences, ça a été un travail de collaboration entre agences, donc bien entendu sur WASH, par exemple, ça a été un travail entre UNICEF, l'OMS, FNUAP, enfin l'UNFPA. Alors après aussi, juste quelques mots sur pourquoi est-ce que c'est un outil numérique aujourd'hui. L'idée c'est pas simplement parce que tout ce qui est innovation et numérique, c'est c'est le goût du moment. Mais on s'est vraiment beaucoup penché sur qu'est-ce qu'on veut du numérique? Qu'est-ce qu'on veut du passage au numérique? Et en fait, le principal critère, ça a été la contextualisation. Personnalisation, enfin, c'est plutôt contextualisation, hein, pour pouvoir vraiment pouvoir adapter la méthodologie au pays de façon très simple, donc en sélectionnant certains aléas, en sélectionnant certains types de vulnérabilité, en sélectionnant des secteurs qui sont vraiment les secteurs clés pour l'économie et le développement socio-économique du pays, etc. Donc ça nous permet vraiment d'avoir des méthodologies totalement contextualisées. Ça nous permet aussi, grâce à la digitalisation, de nous assurer vraiment que les principes clés sont couverts, tels que ne laisser personne de côté ou intégrer la réduction des tensions sociales et du potentiel de conflit dans les interventions d'adaptation au changement climatique, par exemple. L'autre idée, je vais juste prendre un autre exemple. Bien entendu, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet au gouvernement d'utiliser l'outil. N'importe quel gouvernement peut se connecter et décider d'utiliser l'outil d'une façon ou d'une autre en sélectionnant les aléas, les secteurs, etc., sans nécessairement faire appel au partenariat cadré. Donc l'idée, c'est aussi que cet outil, ça va être un outil je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, mais c'est un outil qui est en fait accessible dans le domaine commun. Donc voilà, oui, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant dans le numérique. L'autre aspect qui est intéressant, mais ça, on n'a pas encore finalisé, c'est de pouvoir faciliter une planification beaucoup plus participative et inclusive. C'est-à-dire une fois que le diagnostic a été fait, au moment de sélectionner
les interventions et le séquençage des interventions par les pouvoirs publics. L'idée, c'est que cet exercice puisse être multi-acteurs, multisecteur, mais aussi d'avoir de la société civile impliquée, ou le secteur privé impliqué dans la priorisation. Bon, bien entendu, dans le cadre de la pandémie, bien entendu aussi, la numérisation, c'est un avantage qui nous permet parfois de faire des appuis à distance, comme par exemple, c'est ce qu'on a fait au mois de juin en République kirghize. Ça nous a permis de faire plus d'appuis à distance. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que l'outil est en fait présenté, hein. Et ensuite, mon collègue Bogdan va vous montrer l'outil en fait, tel qu'il est aujourd'hui. Et encore une fois, ce webinaire aujourd'hui, c'est vraiment juste une introduction à l'outil. Mais ensuite, on aura des webinaires qui vont être spécifiques pour regarder un secteur. On aura un webinaire probablement sur l'agriculture et la santé alimentaire. Donc, on aura des webinaires qui seront secteurs spécifiques pour les partenaires intéressés. Et on aura aussi des webinaires qui vont regarder spécifiquement la prévention des conflits dans l'adaptation au changement climatique. Ou un webinaire qui va voir comment est-ce qu'on utilise l'outil spécifiquement pour ne laisser personne de côté. Donc voilà, mais bon, là, on est vraiment dans un webinaire d'introduction. Donc, si on regarde la partie diagnostic de l'outil, l'objectif, c'est vraiment de guider des évaluateurs et des planificateurs à avoir un cadre d'analyse qui est harmonisé. On va utiliser le même cadre d'analyse pour tous les secteurs socio-économiques qui vont être sélectionnés par le gouvernement. Et les utilisateurs de l'outil, c'est les experts des gouvernements, les experts bien sûr des Nations Unies, les experts des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et aussi, nous, les experts cadres, au niveau régional et au niveau global, on vient plutôt en appui à l'utilisation de l'outil par les gouvernements et les agences des Nations Unies ou les sociétés nationales. Et bien entendu, comme vous le savez, le partenariat CADRI utilise énormément l'expertise UNDAC, aussi souvent les corps de la protection civile de l'Union européenne et d'autres mécanismes en fait qui sont appuyés par l'Union européenne, notamment spécifiquement pour accéder à une expertise, par exemple, sur les urgences environnementales. Donc, en fait, l'outil peut répondre à différents besoins. Soit ça peut être un rapport de diagnostic très large qui regarde la réduction des risques de catastrophe et l'adaptation au changement climatique, ou ça peut être un rapport de diagnostic qui regarde uniquement la préparation au désastre. Et ça encore, c'est grâce d'une certaine façon, à la numérisation qu'on est capable de produire différents types de rapports. Ça peut être que sur le changement climatique. On peut aussi décider de faire un rapport de diagnostic qui va simplement s'intéresser au système d'information sur les risques. Et ça, c'est dans certains pays où il y a déjà eu beaucoup de diagnostics. Donc, ça ne les intéresse pas des masses de refaire un diagnostic de tout leur système de RRC. En revanche, de faire un diagnostic uniquement du système d'information. Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment on accède à l'info dans tous les secteurs? Quel type d'info? Etc., etc. Donc, le diagnostic peut faire ça. Et bien entendu, l'idée, c'était aussi d'appuyer aussi des initiatives qui sont plus sur le nexus, qui vont plus regarder les aspects à la fois changement climatique, réduction des conflits. Ben, ça, on n'en est pas là encore hein, pour le numéro 5. On va voir, on va en faire un pilote pour voir si ça fonctionne. Donc, je vais passer là-dessus. Comme je disais, diagnostiquer quelle capacité, surtout le secteur public, mais on peut aussi regarder le secteur privé. Quand il s'agit de la société civile, c'est vraiment le partenariat avec le réseau des sociétés civiles qui travaillent sur la réduction des risques de catastrophe, qui font eux aussi des diagnostics. Quand on arrive à le faire ensemble, ça nous permet aussi de voir aussi les capacités au niveau local et les capacités plus spécifiquement au niveau de la société civile. Donc voilà, c'est quand même très concentré sur les capacités du gouvernement au niveau central et au niveau local.
on ne regarde pas du tout les capacités au niveau communautaire. Il y a d'autres acteurs qui le font beaucoup mieux. Quand on parle de capacité, je vais m'arrêter là. C'est bien entendu une définition assez large. C'est tout ce qui peut être institutionnel, les normes, la définition des responsabilités, les lois, etc. C'est aussi tout ce qu'on appelle capacité de mise en œuvre. Quelles sont les méthodologies qui sont appliquées? Quels sont les outils? Quelles sont les formations quel est le niveau de formation des différents départements au sein d'un même ministère, etc. Et tout ce qui est financement, tout ce qui est outils de financement, que ce soit en privé ou en public. Les connaissances, et en particulier l'accès à l'information, la compréhension des risques. Quel est le niveau de compréhension des risques? Donc il y a beaucoup d'indicateurs qui permettent de renseigner là-dessus. Et enfin, quelle technologie et enfin, quel est l'accès en termes de technologie et équipement dans chaque ministère, et au niveau local, hein. Donc là, c'est un petit peu une répétition. Et maintenant, juste avant pour faire un petit peu un break, juste avant qu'on passe à vous montrer l'outil. C'est un petit peu un teaser sur l'outil, comment il se présente. Mais juste avant, on va faire un quiz pour voir on va vous proposer un quiz pour voir un petit peu, quel est votre niveau de compréhension, en fait, de l'offre de service Cadri, puisque beaucoup d'entre vous, en fait, est appelé à participer aux missions Cadri. Je vois les noms et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'expertise typique qu'on recherche, quand on reçoit une requête d'un gouvernement, pour une mission Cadri. Donc, on va passer au quiz. Je vois qu'il y a des collègues qui rejoignent la réunion maintenant, donc ils ne pourront pas participer au quiz, mais c'est pas grave. Et je crois que pour passer au quiz, Hervens, il faut que je ne partage plus mon écran, n'est-ce pas? Oui, en fait, je vais proposer les questions aux aux participants et chaque personne va répondre. Et je dois préciser juste une chose, les réponses sont anonymes. Ça veut dire, en fait, le système ne vérifie pas qui a donné quelle réponse. Donc, ça ne va pas durer longtemps, c'est juste une dizaine de questions et environ moins d'une minute par question. Et je vous encourage vraiment à faire l'exercice. Et s'il y a aussi des points qui ne sont pas clairs à partir de ce quiz, eh bien, ce sera aussi important de poser des questions là-dessus et nous serons très contents de vous apporter beaucoup plus d'informations par rapport à vos préoccupations. Je ne sais pas si tout le monde On peut a les reçu. voir. Tu peux D'accord. peut-être les lire, Hervens, et Oui. après, nous, OK. Bon. En fait, la première question concerne le nombre d'organisations qui forment le partenariat Cadri. Il y a 3 propositions de réponse, 10, 15 et 20. Donc, une fois répondu, je vous invite à soumettre votre réponse. D'accord. Merci merci aux personnes qui ont répondu. Et on a 81% des répondants qui ont dit 20 et la bonne réponse, c'est effectivement 20 organisations. On a la même question. Est-ce qu'il y a un problème là? Il D'accord. fallait passer à la deuxième question. Oui. Voilà. Désolé, il y a eu une erreur qui a fait que la première question a été répétée.
On a 21 participants qui ont réagi. Bon, sur une cinquantaine. Je vous encourage à, à réagir. Si je peux me permettre, Erwan, juste là-dessus, en fait, c'est normal qu'il y ait un nombre égal de vrais et faux, parce que ça a été le cas dans le passé. Avant, il était impossible de mobiliser, de travailler d'avoir une requête, comment dire, d'avoir un engagement cadré dans un pays sans une requête du gouvernement. Et dans 99% des cas, on a une requête du gouvernement. Mais cependant, il est possible maintenant, quand une équipe pays a besoin d'un appui spécifiquement sur leur UNCCA, leur UNSDCF, leur cadre de coopération, il est possible à ce moment-là de faire une demande pour un appui cadré, hein, sans nécessairement avoir une requête du gouvernement. Mais bien entendu, à ce moment-là, ce ne sera pas un diagnostic de capacité qui demande bien entendu l'accord du gouvernement, mais ce sera plus un appui ponctuel. On peut peut-être passer à la seconde, à la troisième. Cette question concerne justement la régionalisation que nos collègues ont abordée au cours de leur intervention. Et je vous invite vraiment à réagir rapidement. OK, on peut peut-être passer à la suivante. Oui, en fait, là, on a 28 participants qui ont répondu à cette question. Et en disant 10, on a 41% qui ont choisi 10. La vraie réponse, c'est 15 pays que le partenariat a déjà accompagné dans la région. Et là, on passe à la prochaine question. Donc, 97% des répondants ont choisi oui. Effectivement, l'outil cadré a été revisé pour intégrer en fait les principes de ne laisser personne de côté et aussi les principes de sensibilité au conflit. On passe à la prochaine question
On a environ 26 personnes qui ont répondu et là, il y a, pour la majorité, ils ont choisi les bonnes réponses. Il y a en fait une seule proposition de réponse qui n'est pas bonne, c'est celle qui concerne le rapport de diagnostic des capacités de résilience et de relèvement. Après, les 4 autres sont bonnes et pour la majorité des répondants ont pu faire le bon choix. Et on passe à l'autre question. D'accord, là, pour cette question, on a 27 réponses et 89% de bonnes réponses. La bonne réponse, c'est vrai, puisque les gouvernements peuvent utiliser le nouvel outil Cadri sans le support du Cadri. La prochaine question. Voilà, on a 95% de bonnes réponses et avec 22 répondants. Donc, effectivement, la bonne réponse, c'est vrai, l'outil numérique du Cadri, en fait, permet aujourd'hui une improvisation plus inclusive. Et là, on va passer à la dernière question. Voilà, en fait, là, on est à la fin de cet exercice. Et pour la dernière question, eh bien, on a 81% de personnes qui ont répondu faux. Et la bonne réponse, effectivement, faux. Les 5 partenaires exécutifs du Cadri n'iront pas sur Mars avec Elon Musk. Pas pour le moment, en tout cas. Merci d'avoir participé à cet exercice et nous vous invitons à rester avec nous. C'est le moment de suivre la présentation de notre collègue Bogdan sur l'outil, un démo de l'outil. Mais je veux juste faire une petite rectification. La présentation de Bogdan sera en anglais parce que notre collègue Bogdan ne maîtrise pas le français. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions en français, vous pouvez nous les adresser en français et l'essentiel sera fait pour que Bogdan puisse vous répondre. Hi everyone, I'm a Bogdan Spotaro user interface designer. I have joined Cadri early this year and helped with creating the digital tool. Today I'm going to present you some key features of the tool we are developing. At this point, the tool have a functional interface and we can show you some of the most important functionality that will be developed inside the tool. We are still working on the backend development of the tool, but for today's demo purpose, I can shortly present you the most important sections of the tool. So the tool is not online and live yet. What you see now, it's just a demo from the development process. In the first part of my demo,
I will give you a quick tour of the main structure of the tool. Users and agencies can access the tool through a landing page that will provide a login form. Of course, users can request access to get inside the tool. Once they log in, they will see the main dashboard of the tool. Depending on their role and permissions, they can access more or less information from the main dashboard interface. Here, in the dashboard, we have split the structure into 3 main sections and 1 help and support center. The first section is the mission and countries, where users can create a mission or manage a country. The second section is the users module, where an admin can add and edit the users inside the tool. The third section is the question bank, where we store the questions into the database and manage the filters and taxonomies like hazards, modules, capacities, and so on. In the Help and Support Center, users can find information on how to use the tool, how to create content, and also we will add video examples on how to manage the content of the tool. Now, I will present you the main core of the tool, which is the question bank. The question bank is a very flexible feature of the tool and can be customized in many different ways. Here, all the questions displayed under different levels are stored in our tool. Users and agencies can build a set of questions to use in their missions or individually outside of a mission purpose. The question bank can be filtered by different tags like capacities, report types, modules, hazards, or principles. Currently, the questions you see in this demo are just a small part of the database. They are used just for this demo purpose. In the final live application, we will populate the question bank with a large volume of questions. Agency and users have options inside the tool to recommend and propose new questions that will populate the question bank. Now, let's do a simple example and filter the question bank by selecting, for example, a capacity, like governance, and let's say a principle, like leave no one behind. The question bank will filter the results based on the tags we just selected, the governance and leave no one behind. We'll display core aggregated question, first order question, and second order question related to governance and leave no one behind. Again, these questions are just for demo purposes. And of course, in the live application, when doing a filtering like this, the results will display a larger volume of questions. Let's do, for example, another filtering by selecting a capacity like financing, and the same principle, leave no one behind. The question bank will filter taking in consideration the financing capacity and the principle, leave no one behind, and will display the same core aggregated question, first order question, and second order question related to financing and leave no one behind. Like I said before, the purpose of filtering the question bank is to allow agencies and users to build a set of questions which they can use inside their missions or individually outside of a mission purpose. In the second part of my demo, I will cover the process of planning a CADRI capacity diagnosis mission, customizing of the capacity diagnosis based on the country context and interest. The first step in the process of planning a capacity diagnosis is to create a mission. Let's go back in our dashboard
and go to the screen where we create a new mission. On this section, users will have to select first the mission type. We have 4 types of mission for now. We have a scoping mission, a capacity diagnosis, a prioritization and planning, and monitoring. Let's select, for example, a capacity diagnosis mission. Then the user can select a country. Let's select Benin, for example. We can select the type of report that will be created at the end of the mission. We have 4 different types of reports we can select now. Let's select one type. We can add a date, and a title is generated automatically from the mission information. The next step in creating the mission will be to select the modules. We can select one or more modules. Let's select, for example, WASH, agriculture, infrastructure. After, we can select some hazards. The same, we can select one or more hazards. Let's select earthquake, floods, and drought. Based on these selections, in the back end of the tool, a frame composed from the specific questions filtered by this selection is created automatically. We are calling this a country analytical frame. So basically, when we are creating a mission, we are also creating a country analytical frame behind the mission. The second step in the process of planning is to map and deploy a multidisciplinary team. From our interface, we are going to the mission details we just created. So we created a mission in Benin, and we have a country analytical frame behind it. Here, after creating the mission, a user with a specific role can build a structure, a team, which will work together in the mission process. For each of the users selected, a role will be assigned depending on his main specialization. The next step in the process of planning will be to assign responsibilities to the team members. This process will happen in the question frame we initially created when we started the mission, the one we called country analytical frame. Here, a set of questions grouped under a specific module and the capacity can be assigned to one or to more users inside the team. The third part of this demo is about conducting the capacity diagnosis. Going back into the mission page, at this step, inside the mission, all the team members have assigned to them a specific set of questions called user analytical frame. Depending on their specialization, team members have options to refilter the set of questions assigned to them. For example, they can filter their questions by adding a new principle, like leave no one behind. All the questions will be filtering, taking in consideration the new tag we just added. In the next step, I will present you the tool ability to monitor progress, compile the information gathered by the assessor, and build a final report. Going back to the mission page, inside the mission sections, users can follow the progress of data provided by each member. Each team member will insert data into his set of questions. For example, he can score questions.
He can add findings, justification, and recommendations. The data gathered from all the users will be compiled into a final report. The final report will contain all the mission data inserted by the user, along with the diagrams that will be automatically created based on the scores and user information. In the last part of the presentation, I will talk about building knowledge on sector expertise. From our interface, we are going into the users module where new users are added. For each of the users, a profile will be created. Information about his area of specialization, geographical coverage, will be stored inside the tool, and this way, a global expertise database will be created inside the tool. This will facilitate the planning of future mission and will allow the tool users to find an expert easily. That's all I wanted to present you for today. It's just a short teaser of what the tool can do. Of course, in the next webinars, my colleagues have in plan to go deep into the details. But I hope you enjoy it. And now we'll hand over to my colleagues. They will open a questions and answers session. Thank you. Merci Bogdan pour la présentation. Déjà, on a une question, mais on voit la main de Sophie. Oui. Je voulais juste insister sur un point, c'est que bien entendu, l'outil peut être utilisé, il a été fait pour faciliter un diagnostic de capacité. Mais même en l'absence de diagnostic, si un gouvernement veut voir, pour les risques d'avalanche, quel type de technologie et équipement serait nécessaire, il suffit de regarder la capacité technologie équipement, de prendre que le hazard avalanche, et ça permet de voir ça. Donc, en fait, c'est pas simplement pour des diagnostics, mais c'est aussi un peu une banque de données et sur les différents aléas. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de renforcement des capacités sur ces différents aléas dans différentes dimensions de capacité. Le deuxième point que je voulais aussi partager avec vous, c'était que l'outil est un outil vivant. En fait, toutes les personnes qui visitent l'outil peuvent faire, on a mis cette fonctionnalité, peuvent dire « Ah non, mais ça ne va pas du tout, soit cette question doit être formulée, soit on n'a pas pensé à telle dimension » et donc peut faire ce qu'on appelle une création d'un nouveau champ, une nouvelle question ou une nouvelle, quelque chose de nouveau peut ajouter. Et en fait, après, c'est revu en interne par les administrateurs. Donc, si par exemple, il y a une proposition d'ajouter quelque chose sur l'outil migration, gestion des flux migratoires ou gestion de la mobilité humaine, à ce moment-là, ça ira. S'il y a 4 propositions de nouvelles questions ou nouveaux indicateurs qui sont faits, ça ira à IOM et IOM pourra dire OK, est-ce qu'on le garde ou pas. Donc voilà, donc l'idée, c'est un outil qui va tout le temps s'améliorer. Par exemple, aujourd'hui, on n'a vraiment pas grand-chose sur les avalanches, justement. Donc, on pense que le jour où on aura vraiment un pays qui sera face au risque d'avalanche, on pourra constamment améliorer l'outil. Merci. Merci Sophie. Donc là, on va ouvrir la séance de questions-réponses. Et cette session sera animée par notre collègue Sophie et qui va rester avec nous pour la séance de questions-réponses. On a déjà 2 questions dans le chat et que Bogdan a déjà répondu à une des questions. Mais en fait, j'aurais préféré que Bogdan aussi réponde peut-être de vive voix aux questions, ce qui facilite un petit peu mieux
la participation des différents collègues. En fait, n'hésitez pas à vous poser vos questions en français ou en anglais concernant la présentation de Bogdan. Et pour les autres présentations, pour les deux premières présentations, c'est-à-dire celle de Philippe et de Sophie, eh bien, vous aussi adressez vos questions en français, sans problème. Hervens, il y a la main de Ibrahim Zaman Allah. Voilà. Merci Sophie. Ibrahim, vous avez la parole. Oui, bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. Je suis de NRC, Food Security Advisor. J'ai eu l'opportunité de participer à une mission quadrille. J'étais dans l'équipe quadrille pilotée par UNDP au Niger. Et après les différents diagnostics, le rapport est produit et tout, je voudrais faire le lien avec cet outil-là. Est-ce que quelque part il y a eu des leçons apprises sur l'efficacité de cette dynamique même globale quadrille au niveau pays? Qu'est-ce que ça a suscité, qu'est-ce que ça a amené comme produit final en plus de ces différents diagnostics-là? Est-ce qu'il y a eu des leçons apprises, des leçons tirées par rapport à l'efficacité même de cet outil-là quadrille au niveau pays? Est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce qu'il y a eu une démarche dans ce sens-là? Voilà un peu ma question. Merci. Merci Ibrahim. Comme entre-temps, on n'a pas encore d'autres personnes qui demandent la parole, en fait, Sophie va réagir à ton point. Oui, bien sûr. Et après, je pense qu'on peut aussi inviter Laura à poser sa question en live parce que ça a l'air assez animé. Mais d'abord, la question d'Ibrahim. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas que ce soit en lien avec son expérience au Niger. Bien entendu, enfin, comment dire, au bout d'à peu près, je ne sais pas, peut-être les 6-7 premières années, les partenaires cadrés se sont dit, bon, en fait, c'est quand même, ça nous prend beaucoup d'énergie, hein, ces diagnostics. Et on doit vraiment voir dans quelle mesure ces diagnostics ils restent sur l'étagère d'un ministre ou s'ils ont vraiment un impact. Et aussi, on doit voir si on veut continuer à faire ça, si on pense que le système des Nations Unies et la Fédération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ça leur apporte vraiment quelque chose ou en fait, c'est pas si efficace que ça, etc. Donc oui, bien sûr qu'il y a eu une grosse documentation des leçons apprises qui est disponible et aussi qui est aussi intégrée dans notre nouveau document programmatique conjoint qu'on a approuvé en 2019. En fait, sur ces leçons, c'est extrêmement variable parce que ça dépend énormément, bien entendu, dans quelle mesure c'est quelque chose qui est poussé par les partenaires ou c'est poussé par le gouvernement. Donc, c'est pas un secret, hein, dans les pays où en fait le processus quadrille est appuyé, enfin, je sais pas comment, j'arrive pas à parler en français, mais et avec un très très fort leadership du gouvernement, où il y a surtout une grande clarté sur pourquoi on fait un diagnostic, qu'est-ce qu'on veut faire avec les résultats. Quand ça, c'est bien articulé, il y a un impact évidemment. Alors l'impact, il a été mesuré, par exemple en termes d'accélération de la réforme institutionnelle et législative dans plusieurs pays, en termes de créer un momentum pour plus de financement, notamment du Fonds vert climat, ou en termes de une meilleure cohérence des interventions entre les secteurs ou entre les agences des Nations Unies. Mais il y a bien entendu des pays où, clairement, il n'y a pas eu d'impact. Et on les a aussi identifiés. Parce que, je ne sais pas, il y a eu un rapport de diagnostic, ça prend un temps fou et puis finalement, personne ne s'en sert vraiment ou finalement le plan sur lequel on s'est mis d'accord après le diagnostic n'est pas mis en œuvre. Bien entendu, ça existe comme
pour absolument tous les projets qui sont mis en œuvre dans le cadre de la coopération en développement. Après, les agences quadri, elles ont regardé les pays où ça n'a pas marché, les pays où ça a marché, et elles se sont dit, ah, finalement, on pense que ça vaut le coup, mais pour éviter les échecs, on doit mieux faire et on doit avoir quelque chose de plus contextualisé. On doit passer beaucoup plus de temps en mission exploratoire à discuter avec le gouvernement de pourquoi est-ce qu'ils veulent un diagnostic. Donc voilà, c'est jamais tout blanc et tout noir. Les réponses, c'est toujours un peu un mélange de différentes expériences pays. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Ibrahim? Oui, absolument, merci. Je ne sais pas si j'ai le droit de poser une deuxième. Bah, une petite alors. Et Ok, après, rapidement. ouais. J'ai fait un constat. Quasiment toutes les organisations, plutôt les agences que vous avez affichées, sont des agences de Nations Unies. Quasiment. Mais quel serait maintenant le rôle potentiel d'une organisation comme NRC, par exemple, dans cette dynamique-là, NRC? Moi, je serais très intéressé de connaître un peu ce que nous pouvons faire aussi pour accompagner cette dynamique. Non, mais c'est une très bonne question parce que en fait, je pense que c'est peut-être qu'on présente très mal Quadri, hein. C'est peut-être ça la leçon de ta question. En fait, l'impulsion, ça vient de ses partenaires, OK? La fédération et le système des Nations unies, et bien entendu aussi, le réseau des sociétés civiles travaillant sur la RRC. Mais au niveau pays, l'application de la méthodologie, en fait, qui est très basique, hein, on regarde, où est-ce qu'il y a des points d'entrée, pour la réduction des risques dans différents secteurs socio-économiques. L'application de cette méthodologie, elle se fait à travers une équipe qui est très diverse. Donc dans certains pays, on va avoir ECHO. On va avoir un expert d'ECHO qui va être sur l'équipe Quadri, qui va dire: «Voilà, moi je m'occupe, des infrastructures». Là récemment, on a eu la Banque mondiale, je crois, au Sénégal qui couvrait je ne sais plus si c'était le secteur financier ou les infrastructures, je ne me rappelle plus, hein. Non, je crois que c'était tout ce qui était finance, les mécanismes de financement. Donc en fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand on parle de NRC, hein, si demain au Soudan, NRC, a une grosse capacité ou un gros intérêt sur, la réduction du risque, climatique, catastrophe, hein, et qu'il y a, c'est ce qui va se passer au Soudan, je pense. Dans quelques mois, il y aura un diagnostic, appuyé par Quadri. Au niveau pays, la composition de l'équipe est tout à fait, ouverte et variable. C'est pas les 20 partenaires Quadri qui vont être là, ça va être qui a de l'expertise sur ces questions, qui a envie d'utiliser l'outil, qui veut se mettre dans une équipe, conjointe pour appuyer le gouvernement du Soudan. Donc c'est très ouvert. C'est pas du tout les 20 partenaires Quadri qui vont nécessairement, se retrouver dans toutes les missions Quadri au niveau des pays. Merci beaucoup. Merci Sophie et merci Ibrahim pour les questions. Maintenant, on a notre collègue Oswald qui a aussi la main levée. Oswald, vous avez la parole. Merci, merci Sophie. Je crois qu'elle a répondu déjà à une partie de ma question. Je vais aller très vite. Je voudrais savoir s'il y a possibilité d'utiliser les rapports de Quadri ou bien l'outil Quadri pour faire des alertes précoces dans le cadre de la planification humanitaire. Bon, je prends l'exemple des dispositifs minimums d'urgence pour la santé sexuelle et reproductive et les GBV, qui seraient vraiment très intéressés la santé et les GBV seraient vraiment très intéressés d'avoir des alertes précoces dans le cadre de tout ce qui est gestion, prévention des risques et des catastrophes. La deuxième petite question, c'est par rapport à la disponibilité des rapports Quadri. Est-ce que c'est possible d'avoir accès à certains rapports déjà produits dans certains pays et pour faire des analyses de données secondaires, par exemple, les protections? Ouais. Au revoir. Oui, alors pour la deuxième question, tous les rapports Quadri qui ont été approuvés par le gouvernement sont, sur le site, de Quadri, dans le Country Hub.
ainsi que tous les plans de renforcement des capacités, etc. Mais par exemple, je prends l'exemple du Togo, les agences quadrilles ont appuyé, enfin avec d'autres partenaires encore une fois, ont appuyé un diagnostic au Togo, je ne sais plus très, l'année dernière, je crois. Et le diagnostic est pas, le rapport est prêt, mais le diagnostic n'est pas encore en ligne parce que le gouvernement est toujours en train de regarder le choix des photos, etc. Donc parfois, les rapports ne sont pas là parce que le gouvernement n'a pas encore donné son aval, puisque bien entendu, ce sont des rapports qui portent le logo du gouvernement, où les recommandations sont toutes validées par le gouvernement. C'est vraiment un partenariat, ce n'est pas un rapport d'évaluation externe. Donc voilà, mais tout est disponible. S'agissant de l'application à l'alerte précoce, alors, ce n'est pas des rapports qui regardent c'est des rapports qui regardent les capacités en matière d'alerte précoce. Donc, ce qui est possible, c'est d'utiliser l'outil Quadri en décidant de prendre, et justement, c'est possible parce qu'on est en train de regarder ça. Est-ce que ça marche quand on utilise le keyword, le mot-clé alerte précoce? Et normalement, si on utilise ce mot-clé dans n'importe quel secteur, que ce soit, je sais pas moi, santé ou infrastructure, etc. Si on met le mot-clé alerte précoce, on devrait avoir tout ce qui se rapporte au système d'alerte précoce, tout ce qui doit être considéré pour mettre en place un système d'alerte précoce, qui soit mieux intégré ou plus efficace, etc. Donc ça, c'est en effet possible. Et bien entendu, il est possible, tous les rapports Quadri sont un peu du domaine public. Donc si vous voulez utiliser un rapport pour pouvoir le citer et approfondir l'analyse dans un pays, bien entendu, c'est possible, oui. À partir du moment où ils sont sur le site web, il est possible de les utiliser, hein. Et parfois, il y a des rapports qu'on ne met pas sur le site, hein, à la demande des gouvernements. Par exemple, quand il s'agit de l'Iran, il y a eu une intervention Quadri en République islamique d'Iran l'année dernière, qui était vraiment passionnant. Le rapport, on ne l'a pas mis en ligne parce que ce n'était pas le souhait du gouvernement. Donc, ça reste un rapport interne. Donc, en fait, ça dépend, mais dans 95% des cas, les rapports sont sur le site de Quadri. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voyais qu'il y avait pas mal de questions sur l'utilisation en ligne de l'outil, en ligne et hors ligne, parce que c'est vrai. Alors, juste aussi une précision. Il n'est pas question, lors des diagnostics Quadri, d'aller à une rencontre du gouvernement avec un ordinateur ouvert en disant voilà, on va aller question par question. C'est pas du tout la méthodologie, hein. L'idée, c'est pas de répondre à toutes les questions. L'idée, c'est d'avoir toutes les questions à l'esprit pour ne pas oublier certains aspects lors de la discussion avec le gouvernement. Mais on n'utilise pas l'outil lors des interviews parce que ce serait vraiment très mécanique. En fait, les interviews se passent. On ne va pas question par question, c'est plus une discussion avec le gouvernement. Mais la veille, on regarde un peu, on sélectionne certaines questions et on se dit voilà, ok, c'est ces questions-là. Et en fait, toutes les questions qu'on sélectionne sont sélectionnées avec le gouvernement. Donc en fait, si je donne un exemple concret, la veille d'une rencontre avec l'Agence de la météorologie, on va se rencontrer avec les experts du gouvernement qui sont dans l'équipe Quadri et on va se dire, voilà, quelles sont les questions clés qu'on va devoir poser à la météorologie? Est-ce qu'il y a des domaines spécifiques qui seraient intéressants d'explorer? Donc, en fait, on fait un petit peu une revue des questions clés à travers le questionnaire en ligne. On les sélectionne et on les garde à l'esprit avant de rencontrer l'Agence de la météorologie. Mais on ne va pas, avec l'ordinateur, rencontrer l'Agence de la météorologie pour remplir un questionnaire parce que ce serait un petit peu contre-productif, hein. Je voulais juste clarifier ça. Donc, en fait, on n'a pas besoin, je voyais qu'il y avait une question qui disait « Ah, mais si jamais on va dans une localité qui est éloignée,
comment est-ce qu'on fait pour remplir le questionnaire puisqu'on n'a pas Internet. Mais de toute façon, on n'est pas censé remplir le questionnaire. C'est pas vraiment un questionnaire, c'est plus une série d'indicateurs qu'il faut avoir à l'esprit quand on regarde les capacités d'une institution ou d'un secteur. Donc, merci Sophie, mais on est presque à la fin parce qu'il nous reste que 4 minutes dans le temps réglementaire pour ce webinaire. Mais on a notre collègue Hind qui a levé la main. Ah, bon, Oui, merci beaucoup. Ervin, c'est Sophie. C'est très, très intéressant. And thank you very much, Bogdan, too. J'aurais une petite question. Alors, j'ai dû me quitter la réunion pendant 10 minutes. J'espère qu'elle n'a pas été posée. C'est par rapport au lien RRC et ACC. Voir est-ce que l'outil Cadri, c'est d'abord un outil de RRC qui a intégré une dimension AAC, ou alors est-ce qu'il a vocation, soit maintenant, soit à terme, de devenir un véritable outil d'évaluation des capacités, enfin en tout cas d'accompagnement sur les capacités, sur tout ce qui est adaptation au changement climatique, ACC, pardon. Oh là là, alors là, ça c'est la grosse question. L'ambition, c'était un outil qui permettrait de vraiment faire les deux, de façon aussi compréhensive ou complète pour les deux thématiques. Parce que encore une fois, il y a des grosses différences quand même entre ces deux thématiques. C'est pas la même chose. Il y a beaucoup de communalités, mais c'est pas la même chose. Donc, on a vraiment essayé pour tous les secteurs d'intégrer ce qu'on appelle long-term adaptation. Enfin, l'adaptation sur le long terme, c'est-à-dire, c'est pas des mesures de RRC, mais c'est vraiment la compréhension de l'impact climatique dans les 50 années à venir et comment est-ce qu'on adapte, je sais pas moi, les technologies de prévention des épidémies, sachant que dans 50 ans, il y aura plus de prévalence de la malaria, et cetera. Donc, on a vraiment essayé de regarder l'adaptation dans l'outil. Mais honnêtement, ça dépend vraiment des secteurs. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui ont très bien fait le travail, qui se sont dit: «OK, on essaye de faire vraiment un outil qui permet aussi de regarder les capacités d'adaptation sur le long terme». Et il y a des secteurs qui l'ont pas fait, où ça reste très RRC. Donc c'est difficile de répondre. L'ambition, en tout cas, c'était de pouvoir, faire que l'outil puisse être utilisé pour les 2 ou que pour un, que pour la RRC ou que pour l'adaptation avec le fait qu'on puisse tout sélectionner au niveau digital. Mais je pense qu'il y a encore du travail et encore une fois, ce qui est bien, c'est que l'outil, on a mis cette fonctionnalité qui permet en fait de constamment, l'améliorer, de constamment, augmenter, le champ des possibles dans l'outil. Donc je pense qu'à terme, ça pourra devenir ça. Après la difficulté, c'est qu'on a eu beaucoup de mal aussi à impliquer dans chaque agence les experts changement climatique. Si je prends le cas de l'organisation, à laquelle j'appartiens, le PNUD, donc on développe l'outil Cadri, on le révise et tout. On fait ça avec nos collègues du PNUD qui travaillent sur la réduction des risques de catastrophe. À chaque fois qu'on a essayé d'impliquer il y a au moins 50 à 60 personnes au PNUD, au siège, qui travaillent sur l'adaptation au changement climatique. Quand on a essayé de les impliquer, c'était très difficile parce que ça reste encore très séparé. Et je pense que toutes les agences ont eu un peu cette difficulté. Donc, disons que je pense qu'on y arrivera, mais on n'en est pas encore là. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. C'est très intéressant. Merci. merci Sophie, il est 11h29, on est censé à la fin. Donc, c'est le moment de passer la parole à nos collègues Philippe et Kumba pour les mots de la fin. Kumba, peut-être Bon, je vais commencer. Merci encore, Sophie et Bogdan, pour la présentation de cet outil. C'était vraiment une introduction aujourd'hui. Et ça a permis de répondre à quelques questions. Je crois qu'il y en a encore quelques-unes. Lever quelques incompréhensions. Mais il nous paraissait intéressant aujourd'hui de pouvoir introduire le document en anticipation, en préparation à un cycle de formation. Donc, je voudrais simplement
profiter des quelques minutes qui nous restent pour dire fin octobre, organisation d'un webinaire sur l'outil de diagnostic Cadri. Donc, du coup, là, on rentrera plus dans les détails et dans la pratique. Et donc, fin novembre ou décembre, des webinaires techniques sur les modules sectoriels. Donc là encore, on est conscient que cet outil est nouveau et peut-être re-questionne notre façon de faire. En tout cas, je pense qu'il y a un vrai progrès. Donc voilà, ces formations fin novembre, début décembre, on ne sait pas encore, seront aussi l'occasion pour chacun de vous et de nous de mieux apprendre comment utiliser l'outil en fonction des différents secteurs. Donc voilà, merci encore à Sophie et Bogdan pour d'une part l'élaboration de cet outil et sa présentation aujourd'hui. Merci pour votre présence à tous. Je laisserai la parole à Kumba. Merci encore. Merci Philippe, pas beaucoup de choses à rajouter, si ce n'est effectivement de remercier tout le monde d'être resté pendant 7h30 sur cet outil, tout en espérant effectivement qu'on pourra nous-mêmes le tester rapidement dans nos prochaines actions, particulièrement au Sénégal, où nous n'avons pas complètement fini le diagnostic puisque nous avons encore des étapes sur le terrain. Ce serait une bonne opportunité. Merci vraiment à Sophie, à Bogdan pour leur implication, pour Hervance d'avoir tout organisé. Moi, il y a une partie de la discussion qui est vraiment à la fin, mais on est arrivé à la fin du temps prévu qui était l'intégration de l'adaptation au changement climatique et DRR qui me paraît fondamentale. Et j'espère qu'on aura l'opportunité, pas dans cette réunion-ci malheureusement, mais dans une autre, de pouvoir l'approcher parce que je suis sûre qu'il y a des possibilités que nous pouvons à notre niveau, au niveau régional, éventuellement initier. Si au niveau des sièges, c'est un petit peu plus compliqué, mais nous qui sommes déjà dans l'adaptation, puisque nos projets, pour la plupart en tout cas, sont des projets d'adaptation au changement climatique. Comment est-ce que nous pouvons essayer de faire ce lien? Je ne veux pas trop sectoraliser la discussion aujourd'hui, mais ça me paraît extrêmement important qu'on puisse continuer cette discussion. Merci encore à tous et je vous souhaite une très très bonne journée et à notre prochaine discussion comme l'a anticipé Philippe. Merci Philippe, à toi aussi beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Sophie, les mots de la fin, j'imagine? Non, pas de mot de la fin. Non? Ok. Parfait. Je pense que ce qui est bien, c'est d'avoir les contacts de tous les collègues, Hervance, Maudit, Philippe, Kumba dans la région qui peuvent répondre à toutes vos questions sur les appuis Cadri. Merci. Merci encore à tout le monde. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Bye bye.